Latte. Christophe Andelatte. Voici une enquête criminelle qui a connu bien des rebondissements. Une enquête qui a failli se perdre sur quantité de fausses pistes et qui a finalement trouvé sa solution grâce à l'ADN. L'assassinat en 2002 à Valenciennes d'une femme médecin, le docteur Sophie Berkmans. Un meurtre d'une sauvagerie inouïe, dont malheureusement nous n'aurons pas l'explication. J'ai écrit cette histoire avec O'Keefe, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Ça commence un lundi matin du mois d'octobre 2002, à Valenciennes, devant la porte d'un cabinet médical, le cabinet du docteur Sophie Berkmans, rhumatologue. Il est 13h30 et comme tous les jours, sa secrétaire arrive au cabinet. Elle sonne. Pas de réponse. Elle sonne encore. Toujours pas de réponse. Étrange. Elle devrait être là. Elle a des rendez-vous tout l'après-midi. Alors la secrétaire appelle le centre médical où elle consulte le matin. Allô ? C'est la secrétaire du docteur Berkmans à l'appareil. Dites-moi, elle n'est pas arrivée à son cabinet. Vous l'avez vue ce matin ? Ah oui. Oui, on l'a vu, elle est partie normalement après ses consultations. Et là, la secrétaire voit la voiture du docteur Berkmans garée tout près. Au passage, ça c'est que le docteur Berkmans, comme pas mal de médecins, habite aussi à cette adresse. C'est commode, hein ? Elle n'a qu'une porte à ouvrir pour aller à son cabinet. Bref, en tout cas pour l'instant, elle n'est pas là. Alors la secrétaire appelle la mère du docteur. Elle sait qu'elle a le double des clés. C'est étrange en effet. Écoutez, j'arrive avec les clés. La mère arrive, elle ouvre, elle entre, la secrétaire est juste derrière elle. La mère va vers l'appartement. Sophie ! Sophie ! Et pendant ce temps, la secrétaire ouvre la porte du cabinet. Mon Dieu! Sophie Berkmans est là sur le sol, c'est un spectacle d'horreur. Il y a du sang partout autour. Elle a les collants et la culotte baissée jusqu'aux genoux. Et son visage est méconnaissable. Comment dire ? Elle a été décapitée, enfin pas tout à fait, mais pas loin. Le SAMU et les pompiers arrivent, pour rien, en vérité. Et assez vite derrière, les policiers du commissariat de Valenciennes. Bon, a priori, c'est pas un cambriolage qui tourne mal, hein. Regarde. Elle a encore ses bagues aux doigts. Et puis tiens, regarde, son sac à main est là. Voyons s'il y a son portefeuille dedans. Il y est. Pas non plus de traces d'effraction, donc a priori, elle a ouvert la porte à son agresseur. Et elle n'a pas l'air d'avoir été tuée ici, regarde. Regarde, il y a des traces de sang qui viennent de l'entrée. Dans la cuisine attenante au cabinet, le déjeuner du docteur Berkmans, une tranche de jambon et un bol de soupe qui n'ont pas été consommés. Et pour vous dire comme elle a été massacrée, les experts de la police qui arrivent juste après trouvent 2 dents dans la mare de sang. 2 incisives qui, a priori, ont sauté de sa mâchoire sous la violence des coups. Ils trouvent aussi des cheveux, une boucle d'oreille et 2 ongles. Regarde si on lui a arraché les ongles. Non ? Bon, donc possiblement ce sont les ongles de l'assassin. Hein. À 15h le jour même, l'affaire est reprise par toute la presse. Elle était rhumatologue, elle avait 35 ans et elle a été égorgée cet après-midi dans son cabinet à Valenciennes, avenue Carnot, dans un quartier bourgeois de la ville. L'enquête démarre, comme je vous le disais dans les titres, avec notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot. Lionel, bonsoir. Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, le corps du docteur Sophie Berkmans a été retrouvé, vous l'avez dit, en début d'après-midi, très exactement, à 13h45 par sa secrétaire médicale, la victime âgée, en fait, d'une quarantaine d'années. Sophie Berkmans avait 41 ans. Elle était belle, douce, attentionnée avec ses patients, intelligente, sérieuse. C'est ce que dit tout le monde. Certains disent même qu'elle était la meilleure rhumatologue du coin. Qui l'a tuée ? Et pourquoi cette sauvagerie ? Pourquoi ce massacre ? Et pourquoi cette presque décapitation ?
La mère du docteur Berkmans, Suzanne, doit être hospitalisée tellement elle est secouée. Et donc les policiers doivent patienter un peu avant de l'interroger. Madame, ça va pas être long. Est-ce que vous savez si votre fille avait un ennemi, des ennemis, enfin quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir? Non. Enfin, je crois pas. Elle était mariée? Elle avait un compagnon? Oui. Elle fréquentait un homme. D'ailleurs, ils ont passé le week-end ensemble. Il est professeur d'économie et d'informatique, je crois. Est-ce que vous connaissez son nom? Il s'appelle Rachid. Il habite à Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq, c'est dans la banlieue de Lille, à plus de 40 km. Les policiers foncent sur place avec sans doute dans l'idée que le petit copain Rachid n'est pas net. Parce que quand ils arrivent chez lui, ils lui passent tout de suite les menottes et ils l'attachent au radiateur. Ce qui entre nous à ce stade est assez scandaleux. Ce type n'a rien fait d'autre pour l'instant que d'être amoureux de la victime et d'avoir passé le week-end avec elle. Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Rachid? C'est bien possible. Bon, chez lui dans la cuisine, les policiers trouvent des couteaux. La belle affaire. Et des photos de Sophie Berkmans. Normal puisqu'ils étaient amoureux. Bien, monsieur. Je vous informe que vous êtes placé en garde à vue à dater de cet instant pour des faits d'homicide. D'homicide? Mais de quoi est-ce que vous parlez? On verra ça plus tard, monsieur. On va vous emmener au commissariat pour interrogatoire. Est-ce qu'avant, vous souhaitez prévenir quelqu'un? Oui, quelqu'un, oui. C'est ma compagne, elle s'appelle Sophie Berkmans. Là, deux hypothèses. Ou bien c'est un rusé, un gros rusé, ou bien il n'y est pour rien. Arrivé au commissariat, Rachid est immédiatement interrogé. Que faisiez-vous aujourd'hui, monsieur? Je travaillais. J'étais au lycée avec mes élèves à Hasbrook. Vous pouvez me dire qui a été tué? Sophie Berkmans, monsieur. Et là, le gars devient blanc comme un linge. Ou il chic, ou il n'y est vraiment pour rien. Il racontera plus tard qu'à ce moment-là, les flics lui ont dit que puisqu'il était algérien, il s'y connaissait forcément en sourire kabyle. Vous savez ce que c'est le sourire kabyle? Ça remonte à la guerre d'Algérie. C'est la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Sauf que petit 1, Rachid n'est pas algérien, mais d'origine tunisienne. Et que petit 2, il était bien au lycée à l'heure du crime, devant ses élèves. Il y a du ménage à faire dans la police en ce début des années 2000. Ouais, il y a du ménage à faire. Pensez-vous que si Rachid s'était appelé, je sais pas moi, Robert ou Albert, on l'aurait attaché d'entrée au radiateur? Bien sûr que non. Fin de la piste Rachid. Il est temps pour les flics de Valenciennes de passer la main à l'APJ de Lille. Les obsèques de Sophie Berkmans ont lieu 4 jours plus tard, devant un monde fou. Il faut dire que Sophie Berkmans soignait beaucoup d'anciens mineurs. Et il y avait une raison à ça. Elle est née chez eux. Elle est née au milieu d'eux, à Kièvrechin, petite cité minière pas loin de Valenciennes. Un père ouvrier, une mère au foyer. Elle a été élevée dans le courage et dans la volonté. Et d'ailleurs, elle a réussi son concours d'entrée à la faculté de médecine du premier coup. Et après, les gens l'ont appelée le docteur miracle. Elle vivait à 100% pour son métier et pour ses patients. Voilà qui était cette femme que l'on a trouvée quasi décapitée. Évidemment, à la recherche de son meurtrier, les policiers de la PJ s'intéressent à sa clientèle. Ils ne trouvent aucun patient avec lequel elle était en conflit. Et côté vie privée, apparemment, en dehors de sa mère et de son petit copain Rachid, personne. Cela dit, Rachid, quand ils l'ont soupçonné, à tort, leur a dit quelque chose d'intéressant. Sophie,
Je l'ai connue sur un forum de rencontre. Ah, donc elle fréquentait les sites coquins. Et en 2002, ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, ça n'est pas la foire à la viande fraîche, ça n'est pas un phénomène, c'est encore confidentiel. Et il s'avère qu'elle y passait ses nuits. Sauf que quand les policiers scrutent ses conversations, elle ne parle que de livres qu'elle a lus, de films qu'il faut voir, de peintures, d'opéra, et jamais de cul. Jamais. Au cas où les flics interrogent certains de ses contacts, ça ne donne rien. Je ne vous ai pas encore donné les résultats de l'autopsie. Je vous préviens, c'est à peine audible. Bon, messieurs, je vous le dis par avance, c'est une horreur. Outre les coups sur le visage et avant donc son égorgement, elle a été étranglée, au point que ça lui a fracturé le larynx. Et est-ce qu'elle a été violée, docteur? Non, aucune trace de viol. Elle est donc morte 3 fois. Une fois le crâne fracassé, une fois étranglée avec une force incroyable, et enfin une 3e fois égorgée, comme si on avait voulu lui couper la tête. Il va falloir trouver le taré qui lui a fait ça. C'est alors que dans le même quartier, à quelques centaines de mètres du cabinet du docteur Berkmans, a lieu un autre meurtre. Une étudiante, Marianne L'Histoire, elle est retrouvée lardée de coups de couteau sur un chemin de terre. Même sauvagerie, même rituel morbide, elle a été égorgée. Et même profil au fond que celui de Sophie Berkmans, c'est-à-dire une étudiante de bonne famille, sérieuse, sans histoire. Ça commence à ressembler à l'œuvre d'un tueur en série. Il faut le retrouver et vite. La bonne nouvelle, c'est qu'en étudiant les relevés téléphoniques de Marianne L'Histoire, les policiers ont tout de suite une piste. Elle a reçu plusieurs appels en provenance de la même cabine téléphonique, une cabine de Valenciennes. Alors les flics planquent devant la cabine, discretos, et ils repèrent un homme qui vient souvent. Ils le laissent filer, mais ils arrivent à lui coller un nom. Tahar Bourhala, 28 ans. Bon, j'ai passé son nom au fichier. Il a un petit pédigré, notre ami Tahar. Il a été condamné l'année dernière pour 2 agressions sexuelles. Et l'une des victimes, écoutez bien, était employée dans une pharmacie. Il a peut-être un problème avec les blouses blanches. Sauf que quand les policiers vont l'arrêter, Tahar, il n'est pas là, Tahar. Il vient de partir pour l'Algérie. La juge d'instruction en charge de l'affaire délivre immédiatement un mandat d'arrêt international. Et en attendant, les policiers interrogent sa compagne, Karine. Tahar ? Vous le soupçonnez de quelque chose? Moi, je vois pas quoi. Moi, j'ai jamais rien vu de bizarre chez lui. À mon avis, vous vous trompez, Sauf qu'à un moment de son interrogatoire, elle évoque un lieu qui l'affectionne dans le coin. Je sais qu'il aime bien le chemin des Postes. Et le chemin des Postes, c'est là qu'on a retrouvé le corps de Marianne L'Histoire. Et la copine Karine dit autre chose. Je sais qu'il lisait souvent les petites annonces dans La Voix du Nord. Et il entourait les annonces avec son bic. Je sais pas trop pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi, mais les flics, oui. Marianne L'Histoire a fait passer plusieurs annonces avec son numéro de téléphone. Elle cherchait un job pour financer ses études. Hypothèse donc, Tahar Bourhala la contacte pour lui proposer du travail. Il l'entraîne sur le chemin des Postes. Et crac, il la zigouille. Sauf que pour l'instant, on ne peut pas faire le lien avec l'autre meurtre, celui de Sophie Berkmans. Cela dit, la copine Karine, décidément très bavarde, a dit autre chose aux policiers. Tahar, il fréquentait pas mal les boîtes échangistes, à la frontière belge. Et moi, il m'obligeait à y aller avec lui. Il me forçait, quoi. Ça, c'est une nouvelle piste. Les boîtes à partous. Même si, enfin d'après ce qu'on sait,
Ce n'était pas du tout le genre du docteur Berkmans. Mais vous savez ce que c'est. On croit avoir affaire à une bonne sœur et derrière, yopla boum. Et donc au cas où, les flics vont faire le tour des clapiers de la frontière, avec la photo de Sophie Berkmans. Montrez-moi bien. Ah, ça me dit rien. Ça ne dit rien à personne. Fausse piste. Mais la copine Karine a dit encore autre chose au cours de son interrogatoire. Je me souviens, c'était le jour du meurtre de la doctoresse, justement. Je me promenais avec Tahar, dans le parquet juste en face de son cabinet, justement. Et il y avait tout un attroupement devant, je pense qu'on venait de découvrir le corps. Et Tahar, il m'a dit, embrasse-moi vite, sinon ils vont me soupçonner. Voilà. Je vous dis ça au cas où, hein. Et elle dit aussi qu'à l'heure du crime, Tahar Bourala a quitté la table en plein repas en disant « Je vais acheter des cigarettes ». Est-ce que ça n'est pas à ce moment-là qu'il l'a fumé? Dommage qu'il soit en Algérie, celui-là. Et là, miracle, 1 mois et demi après le crime, l'oiseau rentre de lui-même en France. Et il est cueilli à sa descente d'avion, nerveux, très nerveux. En garde à vue, les flics lui parlent d'abord de Marianne l'Histoire. Je sais pas. Peut-être je la connais, cette femme. Mais c'est pas moi qui l'ai tuée. Et le docteur Berkmans, monsieur, vous la connaissez? Le docteur quoi? Même pas je la connais, celle-là. Vous vous souvenez qu'on a un ADN dans ce dossier. Les 2 ongles retrouvés dans le sang de Sophie Berkmans. Alors on les compare à l'ADN de Bourala. Pour Sophie Berkmans, ça n'est pas lui. Mais pour Marianne l'Histoire, c'est lui. Je ne vais pas m'attarder sur le pourquoi ni le comment, c'est pas mon sujet. Mais contrairement à ce qu'on a cru, les 2 meurtres n'ont aucun rapport. Ils ont eu lieu dans le même quartier. Mais c'est un hasard. Et sachez que Tahar Bourala sera condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Marianne l'Histoire. Et maintenant, concentrons-nous sur celui de Sophie Berkmans. Et les années s'écoulent. Et il faut attendre 2007, 5 ans après le meurtre, pour que l'enquête connaisse un nouveau rebondissement. Une infirmière qui écrit une lettre au procureur. Elle connaît peut-être le meurtrier de Sophie Berkmans. C'était il y a une vingtaine d'années. J'avais un cabinet qui était pas très loin de celui du docteur Berkmans. Et il y a un homme, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait des problèmes de peau. Et puis à un moment, il a carrément sorti son sexe devant moi, quoi. Il s'est exhibé, quoi. Cet homme, figurez-vous que je l'ai revu des années plus tard, dans le parc qui est juste en face du cabinet du docteur Berkmans. Il faisait la manche. Et comme c'était un vrai tordu, je me dis que c'est peut-être lui, quoi. Vous vous souvenez de son nom? Ça, 20 ans après, je suis désolé, mais non. Il ressemblait à quoi, cet homme? À mon avis, c'était un Tunisien. Enfin, un Nord-Africain, en tous les cas. Il avait... Dans les 30 ans, je pense qu'il doit avoir dans les 50 aujourd'hui. Elle est bien gentille, cette infirmière. Mais elle ne fait pas beaucoup avancer l'enquête. C'est un coup de chance, l'année d'après, qui permet enfin d'avancer. En avril 2008, l'ADN des ongles retrouvés près du corps trouve enfin leur propriétaire. Un type qui vient d'entrer au fichier des empreintes génétiques parce qu'il avait rayé des voitures de luxe avec une clé dans les quartiers chics de Valenciennes. Bon, le gars s'appelle Mohamed Medjahed. Et attendez le meilleur. En 1981, donc ça date pas d'hier, il s'en est pris à une jeune femme qu'il a poignardée et laissée pour morte. Alors la jeune femme s'en est sortie, mais lui a été condamné à 8 ans de prison. Et c'est pas fini. Dans les années 90, le même bonhomme, Mohamed Medjahed,
a été condamné pour 2 attentats à la pudeur, des exhibitions commises, je vous le donne en mille, dans le parc qui est tout près de chez le docteur Berkmans. Je crois que cette fois on le tient, hein, notre bonhomme. Mais est-ce que c'est le même que celui qui a déballé son service 3 pièces devant l'infirmière il y a 20 ans? Les flics la font venir. Au milieu de 8 autres photos, ils glissent la photo de ce Mohamed Medjahed. Est-ce que vous reconnaissez votre homme, madame? Dans ces photos, regardez-les bien, prenez votre temps. C'est celui-là, là? J'en suis absolument sûr. Elle vient de désigner Mohamed Medjahed. Ça sent bon. Ça sent très bon. Mohamed Medjahed a une petite piole dans un hôtel. Il est arrêté et sa chambre est fouillée. Les policiers tombent sur un étrange petit mot, une liste griffonnée. Femme, heureux, marié, enfant, devenir riche, bonheur, acheter villa, acheter voiture. Ce que tout ça veut dire, mystère, hein? Peut-être que c'est la liste de tous les bonheurs auxquels il n'a pas pu accéder. Ou alors c'est le signe qu'il est fou, que c'est un bretzingue. Placé dans la foulée en garde à vue, les flics commencent discrètement par regarder ses ongles. Évidemment, depuis le temps, ils ont repoussé. Mais 5 ans après, ils notent qu'il a les ongles très longs, du genre qui s'arrachent facilement. À part ça, il nie tout en bloc. J'ai jamais mis les pieds dans le parc que vous dites, là. Je suis jamais allé voir cette rhumatologue, moi. Votre Sophie, comment, là? Berkmans, hein? Je la connais pas, moi, cette femme. Alors, comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé vos ongles près du corps? C'est pas mes ongles. Ce sont vos ongles, puisque c'est votre ADN. C'est pas mon ADN. Je crains qu'on ne tire pas grand-chose du zozo. Il n'est pas prêt d'avouer. Mais qu'importe, au fond. Son ADN est sur la scène de crime. Ça devrait suffire. Alors, avant qu'on ne l'envoie devant la cour d'assises, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce bonhomme? Contrairement à ce qu'avait envisagé l'infirmière, il n'est pas tunisien. Il est né en Algérie, dans une famille de harkis, c'est-à-dire d'Algériens qui ont combattu avec l'armée française. Sa famille est arrivée en France en 64, il avait 6 ans. Un temps, il a travaillé comme maçon, mais pas longtemps. Et donc, à 24 ans, il a tenté de tuer cette jeune femme et il l'a filée en prison pour 3 ans. À sa sortie, il s'est marié avec une certaine Rébia. Il a eu 3 enfants. Et sa femme raconte qu'elle ne l'a jamais vu travailler. Oh, ni même chercher du travail. Jamais. C'est pour ça que je l'ai quitté. J'en pouvais plus. Et j'ai donc demandé le divorce. En quelle année est-ce que vous décidez de divorcer? En 2002. L'année du meurtre de Sophie Berkmans. Mieux que ça. On découvre que l'audience de conciliation pour leur divorce a eu lieu le lendemain du meurtre. Et le motif de cet assassinat? Comme il dit, on n'en sait rien. Quelque chose de tordu, sans doute, dans sa tête. Une haine des femmes. Je n'ai rien d'autre à vous proposer. Le procès de Mohamed Medjahed s'ouvre à Douai, devant la cour d'assises du Nord, en décembre 2010, 8 ans après le meurtre de Sophie Berkmans. Mais au bout de quelques heures d'audience seulement, rebondissement. La présidente annonce un témoin que la police n'a jamais entendu. Une femme qui a très peur. Bien, pour protéger cette femme, je décide qu'elle sera entendue à huis clos. Le public se retire, et la voilà qui se présente à la barre, sous une énorme perruque et derrière d'immenses lunettes pour ne pas qu'on la reconnaisse. Un rebondissement cet après-midi à Douai. Un marginal est jugé par la cour d'assises pour le meurtre du docteur Berkmans, un rhumatologue de Valenciennes qui avait été sauvagement assassiné dans son cabinet il y a 8 ans. Je vous le disais, rebondissement car un témoin est venu expliquer à la barre que le meurtre aurait pu être commandité par une femme jalouse. Le procès est donc reporté. Lionel Gougelot est notre correspondant dans le Nord.
C'est une femme d'une 60aine d'années qui a tenu à témoigner à huis clos, car elle affirme craindre des représailles. Après 8 ans d'enquête, elle croit savoir que le meurtre de Sophie Berkmans a été commandité par une femme jalouse qui n'aurait pas supporté que son petit ami Patrice ait une relation avec la rhumatologue. Devant la cour d'assises, ce témoin surprise précise que quelques jours avant le meurtre du médecin, cette femme aurait même mimé un geste d'égorgement en guise de menace. Cette femme doit évidemment être entendue par un juge d'instruction. Et donc, le procès est reporté. Même si l'avocat de la famille Berkmans, maître Van Helder, est assez sceptique. Moi, ce témoin me semble quand même un peu léger, un peu, disons, romanesque. J'y crois pas trop. Cela étant, il est difficile de se passer du témoignage des personnes qu'elle met en cause, parce que ces personnes qui sont mises en cause, il faut bien les écouter. Et la Cour a eu raison, à mon avis, d'ordonner un supplément d'information. Si on veut enlever toute possibilité de doute sur cette affaire, il faut que tout le monde soit entendu. Il avait raison, Van Helder. La nénette est cinglée, elle est complètement cintrée. Un jour, elle a prétendu qu'elle était poursuivie par une soucoupe volante. Le procès de Mohamed Medjahed reprend 6 mois plus tard, en juin 2011. Tout au long des débats, l'accusé reste muet comme une carpe. Il est innocent, un point c'est tout, et donc il n'a rien à expliquer. Les experts psychiatres viennent dire qu'ils ont eu beaucoup de mal à entrer en relation avec lui, mais qu'il n'est pas fou, qu'il est responsable de ses actes. Pour l'avocat général, c'est sûr, Medjahed est coupable. Enfin, les ongles retrouvés sur la scène de crime constituent, vous en conviendrez, une preuve irréfutable. Irréfutable. Alors on nous dira que ces ongles étaient là par hasard. Un ongle, pourquoi pas. Mais 2 ongles, c'est insensé. Et puis il y a cette similitude entre la tentative de meurtre commise par M. Medjahed 10 ans plus tôt et le meurtre de Mme Berkmans. Quant aux motivations de Medjahed, même si le docteur Berkmans n'a pas été violé, elles sont évidemment sexuelles. Les avocats de Mohamed Medjahed, 2 grands avocats, maître Blandine Lejeune et maître Julien Delarue, font ce qu'ils peuvent. Il est passé tellement de monde sur la scène de crime, ce 7 octobre 2002. Le SAMU, les pompiers, les enquêteurs, la police scientifique. Ils ont très bien pu transporter sous leurs chaussures les ongles de l'accusé. Ils ont pu le faire. Et à ce titre, au bénéfice du doute, je vous demande son acquittement. Mais comme on a beaucoup de mal à croire cette théorie des ongles baladeurs, Mohamed Medjahed est finalement condamné à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 18 ans. À l'énoncé de la peine, il ne dit rien. Il ne manifeste rien. Ses avocats annoncent qu'il va faire appel et puis finalement, il y renonce. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Cette histoire, nous allons la débriefer maintenant avec vous, maître Pascal Van Helder, que nous avons entendu il y a quelques secondes dans une interview d'époque. Vous avez été pendant 46 ans avocat au barreau de Valenciennes. Vous êtes rangé des voitures aujourd'hui et dans ce dossier, vous avez été l'avocat de la famille de Sophie Berkmans. Peut-être qu'avant d'ailleurs d'entrer dans ce dossier, je me dis que ça doit être dur de tourner la page d'un métier comme le vôtre, non ? Ah oui, surtout quand on l'a fait en y croyant dès le départ. Si je suis rentré dans ce métier, c'était pas par hasard, c'était véritablement que j'avais envie de travailler dans le milieu judiciaire. Et c'est quelque chose qui me convenait bien sur le plan personnel et professionnel. Donc j'ai décidé quand même après 46 ans. J'ai pris le temps de la réflexion, mais j'ai quand même décidé d'arrêter. On s'emmerde un peu après ? Non, pas vraiment. J'ai d'autres activités. Là, j'ai pas mal de choses à faire. Merci. Ok. Alors avant de parler, on le fera tout à l'heure, des motivations mystérieuses de ce crime, je voudrais que vous nous parliez de Medjahed, que vous avez donc eu en face de vous au cours de ce procès. À quoi est-ce qu'il ressemble ?
Qui est-il? Aidez-nous à l'imaginer. C'est un peu ce qui a été évoqué précédemment, c'est un fantôme. C'est un accusé fantôme, c'est-à-dire que, par exemple, lors du procès de la cour d'assises, il y a une procédure de renvoi. Lors des 2 procès, on avait affaire à quelqu'un qui n'existait pas. Il était là, certes, mais comme un fantôme. J'ai pas d'autre expression qui me vient à l'esprit. Et le procès en tant que tel devant la cour d'assises a eu lieu entre professionnels, c'est-à-dire que on a échangé des arguments dans la partie civile, dans la défense, avec l'avocat général et avec la cour, mais M. Medjahed ne s'est quasiment jamais manifesté. Il n'a jamais répondu aux questions, sauf par des oui évasifs. Pour reprendre l'expression, le titre célèbre, c'était un étranger. Mais pourquoi? Parce qu'il est idiot? Pas vraiment, non, mais enfin, c'est quelqu'un qui a adopté un mode de vie totalement marginal et son système de défense personnelle a été identique, c'est-à-dire qu'il n'était pas là, il ne se sentait pas concerné et il a peut-être pensé que cette attitude allait faire naître un doute dans la tête de la cour et du jury, mais véritablement, ça ne pouvait pas marcher. Et c'est quelqu'un qui est absent de lui-même, qui est absent de sa vie. D'ailleurs, toute sa vie a été une lente descente. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a travaillé pas beaucoup. Et le reste, l'essentiel de sa vie a été consacré finalement à traîner. Pour vous, il n'y a aucun doute, il est coupable, on est d'accord? Ah oui, non, là véritablement, je n'ai pas de doute. Il y a bien entendu ce que l'on appelle quelquefois la reine des preuves, c'est-à-dire l'ADN. Soit, bon. Mais les antécédents ne plaidaient pas pour lui non plus. Il avait déjà été condamné par une cour d'assises pour des faits à peu près identiques à une peine de 8 ans d'emprisonnement. Il a ensuite été condamné pour des attentats à la pudeur. Il a été également condamné, en tout cas impliqué pour cette affaire d'exhibition sexuelle contre une infirmière. Bon, véritablement, son passé était très chargé et correspondait à peu près aux circonstances du meurtre de Sophie Berkmans. Bon, et ensuite, bien sûr, je répète, la preuve par l'ADN était absolument incontestable. Donc la question des motivations de ce crime qui reste mystérieuse à cause de son mutisme, l'avocat général dit ses motivations sont sexuelles, mais il l'a pas violée, alors on voit pas bien où est le sexe là-dedans. Sur la scène de crime, la police est arrivée avec ensuite les experts. On a quand même constaté que Sophie Berkmans avait été partiellement déshabillée. Oui, la culotte et les collants descendus. Voilà. Donc c'est quand même une indication. Je pense que la victime Sophie a véritablement résisté physiquement et qu'ensuite il y a peut-être ce deuxième aspect de sa personnalité qui est venu jouer, c'est-à-dire une agressivité presque constante vis-à-vis des femmes que venait peut-être aggraver ces difficultés de couple qui étaient concrétisées par cette audience de conciliation, ça a été rappelé, qui a eu lieu le lendemain, je pense, du meurtre de Sophie Berkmans. Donc, il était dans une situation personnelle de tension très forte, un sentiment d'échec de sa vie de couple, de sa vie en général, et peut-être cette pulsion sexuelle que l'on retrouve tout au long de sa vie. Je rappelle donc cette tentative d'homicide plusieurs années auparavant, des attentats à la pudeur, des exhibitions sexuelles. Tout de même, la violence du crime, le fait qu'elle ait été quasi décapitée, qu'elle soit morte en vérité 3 fois, c'est-à-dire une fois parce qu'on lui tape sur le crâne, une deuxième fois parce qu'on l'égorge, et ainsi de suite, indique qu'on est plus que dans une frustration sexuelle. S'ouvre une piste, vous allez me dire ce que vous en pensez, psychiatrique. Ça ressemble à l'œuvre d'un malade mental. Ça me fait penser à une crise de fureur, comme j'en ai déjà vu quelques fois d'aussi graves, des crises de fureur qui sont provoquées par des mystères de personnalité. Il est très difficile, évidemment, de sonder les cœurs et les reins dans ces circonstances-là. Je pense que Mohamed Medjahed n'a pas supporté la moindre résistance de la part de sa victime, comme d'ailleurs, dans le précédent procès
une quinzaine d'années auparavant. Il n'avait pas supporté que la victime lui résiste non plus lorsqu'il avait fait une tentative d'agression sexuelle dans la forêt de Saint-Amand, à la mare à Goriot. Il avait pris, je me souviens de ce détail, il avait pris à l'époque une branche. Il avait également tapé furieusement sur la tête de la victime qu'il avait laissée quasiment morte. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très impulsif et qui a en lui fureur qu'il essaye de contenir, mais qui de temps en temps lui échappe lorsqu'on lui résiste. Un psychopathe. Un psychopathe. Je ne suis pas psychiatre, mais je pense que effectivement, on peut parler de troubles psychologiques. Mmh. Les psychiatres d'ailleurs reconnaissent qu'ils n'ont pas accès à lui. Ils n'ont pas réussi à le percer, à le sonder. Donc il y a une sorte de constat d'impuissance des psychiatres au procès. Oui, tout à fait, parce que l'attitude totalement neutre, entre guillemets, de Mohamed Medjahed fait en sorte qu'il ne répond jamais. Il ne s'explique jamais. Il ne sait pas expliquer à la police. Il ne sait pas expliquer au juge d'instruction. Il ne sait pas expliquer devant la cour d'assises et il ne sait pas expliquer non plus devant les experts. Mmh. Donc je pense que cette attitude, évidemment, provoque un réflexe d'interrogation de la part des interlocuteurs. C'est un mystère. C'est un mystère total. Donc malheureusement, il restera toujours une part d'ombre dans cette affaire qui est liée effectivement à l'attitude de Medjahed et à cette incapacité qu'il a à s'exprimer. Il y a aussi quelque chose qui me fait penser à une piste psychiatrique. C'est cette fameuse liste, ce petit mot qu'on trouve dans la piole de son hôtel quand on l'arrête. Femme, heureux, marié, enfant, devenir riche, bonheur, acheter villa, acheter voiture. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bon, c'est l'expression de toutes ces frustrations. Il avait sans doute le besoin d'exprimer concrètement pour pouvoir peut-être de temps en temps s'y référer, besoin de matérialiser ses frustrations et puis de temps en temps les ressasser. Ce qui ne fait d'ailleurs en général qu'entretenir les difficultés et les problèmes que cela peut générer. Enfin, un type qui écrit « devenir riche, bonheur, acheter villa », le fait de l'écrire, ça change rien à son avenir, hein. Ah non, ça n'a absolument rien changé à son avenir, c'est simplement une façon d'exprimer ses frustrations. Enfin, là, on entre sur des terrains qui sont difficiles à investiguer, hein. Je vous remercie infiniment, Maître Van Helder. On peut encore vous appeler Maître ? Oh, c'est comme vous voulez. Monsieur Van Helder, alors. Merci infiniment. Demain matin à 6h, je serai dans votre application de podcast avec une autre histoire. Je voudrais vous signaler que désormais, vous pouvez nous suivre sur Facebook, où nous avons créé un nouveau compte au nom de l'émission, en plus du compte des fans, sur Instagram, où nous avons créé une nouvelle page, sur Twitter, où nous avons créé notre propre page. Je vous invite à nous suivre sur tous ces réseaux sociaux, et régulièrement, je m'adresserai à vous sous forme de vidéo. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.